Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a quelques sorties de produits cette semaine-ci avec évidemment les Ryzen 9000. Nous avons aussi un nouveau bug de sécurité majeur qui a été découvert sur tous les processeurs AMD, donc ça va être fun à parler aussi. Nous avons aussi le fixe Intel qui est enfin sorti, et puis d'autres news en tout genre le Pixel 9 et tout ça qui était annoncé. Vous avez une table de matière dans la description, ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est l'annonce des Pixel 9, évidemment, lors d'un événement. Bon, en réalité, Google aime bien spoiler littéralement tous les détails de leur téléphone avant la sortie, mais bon, maintenant ils sont sortis, vous pouvez les précommander en tout cas, et ils ont été annoncés, et du coup, nous avons un nouveau dans la famille, en quelque sorte. Avant, nous avions, et on peut le voir d'ailleurs ici, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Donc le Pixel 8 était le modèle un peu plus de base, avec un écran plus petit, et puis le Pixel 8 Pro était une version plus grande, avec un module caméra en plus et un écran plus grand. Bien maintenant, ils ont toujours le Pixel 9, donc c'est le remplaçant du Pixel 8, toujours deux modules caméra, même taille d'écran. Mais maintenant, nous avons deux Pixel Pro. Donc nous avons un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL. Le Pro XL, c'est basiquement le remplaçant du Pixel 8 Pro. Donc assez grand écran, troisième module caméra. Et le modèle par contre non XL, c'est la même taille qu'un Pixel 8 de base ou même le Pixel 9, mais avec le troisième module caméra. Donc basiquement, ils ont fait comme Apple, c'est vraiment ça. Comme avec Apple, vous avez l'iPhone de base et puis les deux modèles Pro. Et là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez voir aussi que le design a été mis à jour. Donc déjà, nous avons des rails sur le côté qui sont beaucoup plus plats, surtout par rapport au Pixel, comme vous pouvez voir, 8, qui était très arrondi. Le module caméra aussi avant faisait partie du châssis, ce qui était, selon moi, plutôt classe au niveau design. Maintenant, il est séparé, donc un peu plus comme les autres marques, mais il est toujours centré. Donc ma foi, quand vous le mettez sur une table, c'est toujours stable. Ça, selon moi, c'est un assez grand avantage par rapport à d'autres smartphones. Mais clairement, oui, il fait plus partie du châssis qui repassait littéralement par-dessus le module caméra. Donc certaines personnes vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. Je trouve que le design est plutôt moderne et sympathique, en tout cas sur les autres modèles. Parce qu'évidemment, nous avons aussi un nouveau Pixel 9 Pro Fold qui remplace du coup le Pixel Fold. C'est juste que, oui, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Pixel 9 Pro Fold. Ils auraient pu juste l'appeler Pixel 9 Fold. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez voir, lui, le module caméra, différent. J'aime beaucoup moins les deux trucs comme ça. Là, ça fait classe, mais là, ça fait un peu juste bizarre. Après, chacun ses préférences. En plus de ça, vous avez évidemment, comme n'importe quelle sortie de smartphone ces derniers temps, de l'IA partout. Donc, ils le disent même d'ailleurs sur la page, Google Pixel 9 Pro avec Gemini, peu importe comment vous prononcez. Et Gemini, évidemment, est l'intelligence artificielle de Google. Donc oui, la grosse nouveauté de ce Pixel 9, honnêtement, c'est juste Gemini. Si vous regardez la présentation, 99% de la présentation, bon, 95% de la présentation, c'est ça. Les specs des caméras sont les mêmes, basiquement. La puce Tensor, c'est Tensor, oui, qu'ils utilisent, il me semble, oui. Oui, Tensor G4, ça me fait tellement penser à Nvidia, qui a été mise à jour. Alors, elle est un petit peu plus puissante. Il y a des benchmarks qui sont sortis, genre c'est 10% plus performante. Donc, clairement, Google ne se concentre pas là-dessus. Comparé, par exemple, aux dernières puces Snapdragon, ils sont largement en retard, on va être très honnête. Mais vous ne prenez pas un Pixel forcément pour la puissance. Une autre upgrade qui vient avec le processeur, par contre, qui pourrait faire la différence, c'est de la RAM. Vous avez jusqu'à 16 Go de RAM dans les modèles Pro et c'était, il me semble, 12 Go de RAM dans le modèle non Pro. Et ça, c'est une assez grosse différence parce que beaucoup de smartphones haut de gamme, même, genre moi j'ai un Samsung Galaxy S24 Ultra, pour lui dire, oh, il y a plein de RAM là-dedans. Il a seulement 12 Go de RAM et une partie de cette RAM est réservée et tout ça. Donc au final, vous avez 8 Go de RAM utilisables. Et dans certains cas, ça peut poser problème, notamment il existe un truc qui permet de faire tourner la version Java édition de Minecraft sur un téléphone et ça ne tourne pas sur mon téléphone correctement parce que je manque de RAM, donc c'est assez ironique quand même. Enfin bref, c'est très spécifique, mais certainement aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de RAM, c'est pour Gemini en fait. Alors par contre, ça va bien faire moins plaisir, et c'était pourtant un avantage un petit peu de Google, les prix ont augmenté. Donc si on regarde le Pixel 9 de base, il est vendu 899 €, alors qu'il me semble que oui, le Pixel 8 de base, lui, était à 799 €, mais il était souvent en promotion.
même largement en dessous de ça. On peut même d'ailleurs regarder. Ça reste toujours un très bon smartphone. Il est à 699 et des fois il est en promotion. Il y a un moment, il était en dessous des 600 euros. Et là, vous profitez techniquement des mêmes caméras que le Pixel 9. Donc, franchement, si vous n'avez rien à faire de tout ce qui est niveau IA, je pense que c'est beaucoup de gens, prenez juste un Pixel 8 en promotion. Et puis évidemment, nous avons le Pixel 9 Pro Fold, qui est un nom vraiment à rallonge. Ils auraient dû juste l'appeler Pixel 9 Fold. Enfin bref, qui lui a pas mal d'upgrades en réalité. Comme vous pouvez voir, le design a un petit peu changé. Il est un petit peu plus large, ce qui veut dire que l'écran que vous pouvez utiliser quand le téléphone est plié fait maintenant 6,3 pouces. Donc très similaire au Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Donc c'est vraiment utilisable sans devoir déplier. Et quand vous le dépliez, vous avez un écran de 8 pouces, un peu plus de 8 pouces. Donc selon les reviewers, franchement, ils le disent, c'est beaucoup. Vous avez par exemple MKBHD, lui qui aimait bien le OnePlus Open, qui était apparemment très bon. Il dit que c'est une meilleure version du OnePlus Open au final, surtout avec tout ce qui est un petit peu le logiciel Google et la partie photo Google qui est toujours excellente. Et ça permet aussi de rattraper un petit peu Samsung avec un format plus utilisable. Beaucoup moins genre étroit. Parce que l'écran de façade, s'il est trop étroit, évidemment, vous êtes censé le déplier. Ou sinon, quel est l'intérêt de l'écran à l'intérieur? Mais évidemment, ça fait plaisir d'avoir un écran de façade qui est utilisable et que vous ne deviez pas à chaque fois déplier pour utiliser le gros écran. C'est clairement, pour moi, c'est même plus de 50% d'utilisation du smartphone va se faire sur cet écran-là et les 40% vont se faire sur le plus gros écran quand vous voulez vraiment un grand écran pour regarder par exemple des vidéos sur YouTube, vous voulez regarder des lives sur Twitch, vous voulez jouer à des jeux sur un grand écran, c'est là où vous allez aller. Mais après, encore une fois, comme Google a une puce avec la puce Tensor G4 qui est moins puissante. Personnellement, je trouve que c'est l'intérêt d'un grand écran et d'un téléphone pliable comme ça, pendant que mon téléphone fait une notification, c'est le multimédia. Multimédia, c'est regarder du contenu, mais c'est aussi jouer à des jeux vidéo. Et si vous jouez à des jeux sur un grand écran, c'est cool, mais encore faut-il avoir des bonnes performances. Donc, vu que c'est le même prix que le Galaxy Fold et tout ça, autant prendre un Galaxy Fold ce mois qui sera plus puissant. Après, 1899 euros, c'est juste abusé pour les prix de ces téléphones pliables. J'aimerais vraiment un téléphone pliable. Moi, ça me conviendrait vraiment d'en avoir un. Mais c'est juste trop cher. C'est juste beaucoup trop cher. Ensuite, tant qu'on parle d'IA avec Google, nous avons aussi l'envers du décor. De l'autre côté, les personnes qui ne sont pas contentes avec les IA, vous avez un groupe d'artistes aux États-Unis qui se sont mis ensemble pour attaquer en justice différentes compagnies qui font des IA. Donc, vous avez notamment Midjourney, Runway, Stability AI et même DeviantArt. Et ils les ont attaqués pour copyright. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces IA génératives, bizarrement, ont utilisé des images qui viennent d'artistes sans avoir l'autorisation des artistes. Et du coup, les artistes ne sont évidemment pas contents du tout. Au point même que vous pouviez même aller dans ces IA-là, taper le nom d'un artiste pour avoir une image qui est générée avec le style de l'artiste. Donc clairement, si l'IA arrive à connaître le style d'un artiste, c'est qu'elle a été entraînée sur ces images. Donc là, nous avons eu une décision de justice assez importante. Alors, c'est toujours en cours, hein, je tiens à le préciser, mais la décision de justice a été faite par le juge pour définir que oui, il y a clairement quelque chose, et du coup, le cas va pouvoir continuer vers justement un procès. Et surtout, le plus important, c'est que le juge a ordonné ces entreprises d'IA à donner des documents qui illustrent comment fonctionnent leurs IA. Où est-ce qu'ils ont été chercher les images pour les entraîner, pour justement essayer d'identifier s'il y a un problème de copyright. Mais ça veut dire aussi que ça nous permet à nous et aux personnes qui attaquent en justice ces entreprises de savoir comment elles fonctionnent. Parce que bien souvent, on ne sait pas... Enfin, on sait comment elles fonctionnent de manière générale, mais on ne sait pas comment une entreprise en particulier a fait leur modèle d'IA générative ou autre. Donc là, ça permet de voir, et surtout de voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme set de données pour les entraîner. Et donc, ça, c'était la grosse victoire pour justement ces artistes-là, parce que ça veut dire que le procès continue et ils vont pouvoir avoir des informations qui vont peut-être leur permettre de justifier leur cas. Par contre, il y a quand même eu une petite victoire pour aussi les compagnies qui sont derrière ces IA, parce que le juge a aussi dit que, selon lui, c'est pas vraiment un problème de copyright et c'est dû à aussi d'anciennes décisions de justice qui ont été faites par le passé, parce que techniquement, alors là c'est très
c'est selon l'interprétation de chacun. Mais pour donner un exemple, vous avez fait une peinture ou une image, on va plutôt dire image, ce sera plus simple. Vous avez fait une image, vous la postez en ligne, ben évidemment, votre image est copyrightée à votre nom, c'est votre image. Si quelqu'un l'utilise, littéralement, si même Apple l'utilise sur leur site web, ben, il pourrait être attaqué en justice. Sauf que là, le problème qu'on a, et ça a déjà été justement le débat dans le passé, et il y a certaines personnes qui ont gagné en justice face à des artistes, c'est si vous prenez une œuvre, mais que vous la remodifiez. Genre, vous rajoutez quelque chose par-dessus. Techniquement, ce n'est plus la même œuvre. Oui, elle a inspiré. Elle peut-être utilise des bouts de la première œuvre, mais vous avez fait une nouvelle œuvre en quelque sorte. Donc ça, c'est justement quelque chose qu'il y a beaucoup avec les remixes en musique. Vous avez beaucoup aussi avec des remixes d'art de manière générale. Et du coup, ça devient beaucoup plus discutable. Et même sur YouTube aussi, vous avez des personnes sur YouTube qui, s'ils commentent une vidéo ou ils critiquent par exemple un film, si vous faites une critique d'un film, vous allez utiliser des images du film. Mais vous avez créé quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas en train de montrer... Oui, vous montrez en quelque sorte le film, mais vous ne montrez pas l'entièreté du film. Et vous êtes juste en train d'utiliser des images pour illustrer votre critique. Donc là, chacun a sa façon de voir. Hein. Je tiens à préciser. Ici, je parle vraiment comment fonctionne le système de justice américain. Parce que par le passé, il y a eu des décisions de justice qui ont été prises avec des cas un petit peu comme ça. Pas avec des IA, mais avec des cas où justement une œuvre a été rechangé et c'est devenu une nouvelle œuvre. Et du coup, encore une fois, les ayants droit, des fois, n'ont pas gagné. Donc là, le truc, c'est que la défense de ces, justement, grosses compagnies d'IA, ce qu'ils essayent de dire, c'est que ben, même si ça a utilisé une œuvre pour s'entraîner d'un de ces artistes, la nouvelle œuvre qui est créée en utilisant l'IA est originale. Oui, elle utilise le style, mais le style, est-ce que tu peux copyrighter le style? Pas vraiment. Donc c'est une nouvelle œuvre en quelque sorte. Donc le problème au niveau juridique ici serait plus l'utilisation sans l'autorisation pour entraîner les IA, mais pas forcément en rapport avec le copyright non plus. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué et c'est ça justement que ces ayants droit, ces artistes vont devoir bien faire attention justement en cours de justice. Ils vont devoir essayer de prouver vraiment qu'il y a un problème derrière de copyright ou autre pour avoir un cas. Ensuite, nous avons enfin Epic Games qui a sorti leur Game Store sur iOS, en tout cas en Europe, ainsi que sur Android. Du coup, vous pouvez à nouveau jouer à Fortnite sur votre iPhone, c'est génial. Personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais dans tous les cas, ils ont sorti leur store parce qu'évidemment, après tout ce qui s'est passé, alors techniquement, Epic avait perdu face à Apple, mais ils avaient gagné face à Google. Mais surtout, l'Union européenne avait pris intérêt à ça et avait sorti des nouvelles lois qui forcent du coup Apple et surtout Google à faciliter l'utilisation de stores tiers sur leur plateforme. Alors pour Apple, il y a toujours le problème du fait qu'ils chargent de l'argent pour chaque utilisateur qui utilise un store tierce au gestionnaire de ces stores tierces. Donc là, l'Union européenne n'est pas contente parce que ça ne devrait pas être le cas. Littéralement, ils autorisent toujours les stores tierces, mais en échange, ils veulent quand même de l'argent, donc c'est assez dégueulasse de leur part. Donc ça, on va voir ce que va faire l'Union européenne. Mais un truc assez intéressant, c'est que Epic Games, je vous rappelle que le premier store tierce qui est sorti sur iOS, c'était le Alt Store. Et le Alt Store, du coup, requérait un abonnement de ces utilisateurs. C'était pas un énorme abonnement, mais c'était pour couvrir justement les frais Apple. Eh bien, Epic Games a fait une énorme donation au gestionnaire du Alt Store pour qu'il puisse du coup retirer l'abonnement et faire en sorte que l'Alt Store soit disponible pour tout le monde gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool. L'Epic Game Store est aussi gratuit sur iOS. Hein. Vous ne devez pas avoir un abonnement à autre chose parce que évidemment Epic couvre les frais avec les ventes qu'ils font dans Fortnite et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, oui, vous pouvez maintenant installer l'Epic Game Store sur iOS ainsi que du coup l'Alt Store gratuitement et du coup avoir accès à des applications qui ne sont pas forcément autorisées sur normalement l'App Store. Après, tenez compte que une application iOS doit toujours respecter les conditions de Apple, même si elle est postée sur du coup un store tierce. Mais il y a quand même un petit peu plus de liberté et surtout il y a des libertés au niveau paiement, ce qui veut dire que les gestionnaires de ces stores et surtout les applications qui sont dessus ne sont pas obligés de payer des frais de paiement et tout ça à Apple. Donc ça permet d'avoir des prix un peu plus respectueux et surtout de mieux soutenir ses développeurs. Ça, c'est aussi le problème selon moi avec Apple qui prend 30%. C'est genre, ils prennent 30% pour... Pourquoi?
Il me semble même qu'il y a eu un débat récemment qu'apparemment Apple n'était pas content auprès de Patreon. Patreon, le truc où vous payez par mois pour soutenir des gens, parce qu'ils voulaient que Patreon paye les frais à Apple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Apple, c'est Patreon. D'où vous vous permettez de récupérer 30% de ça, c'est n'importe quoi. Donc, juste pour illustrer à quel point c'est devenu n'importe quoi. Donc, une bonne chose, quoi qu'il arrive, donc ma foi, si vous êtes sur iOS, et même sur Android en fait, une bonne chose. Ensuite, nous avons quelque chose qui n'est pas du tout une bonne chose. Nous avons une nouvelle faille de sécurité qui s'appelle Sync Close, qui a été découverte sur les CPU AMD. Et cette faille de sécurité pourrait affecter tous les CPU AMD, je dis bien tous, depuis 2006. Donc littéralement les Phenom 2, les... comment ils s'appelaient déjà les bulldozers, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Bref, ainsi que tous les Ryzen. Tous les processeurs AMD depuis 2006 ont cette faille de sécurité. Alors pour expliquer comment fonctionne très vite fait cette faille de sécurité, je ne vais pas entrer en détail parce que c'est quelque chose d'assez complexe qui me passe même clairement au-dessus de la tête, même pour moi et je pense la plupart des gens qui vont regarder. Mais en gros, dans les processeurs AMD et même Intel techniquement, vous avez de la mémoire protégée qui est réservée pour le système, carrément genre le processeur. Cette RAM n'est pas censée être accessible par déjà des programmes sur le système d'exploitation et même par le système par défaut. Ils ont toutefois, pour supporter des anciens hardware, rajouté quelque chose qui s'appelle le T-Close. Et le T-Close permet de réassigner cette RAM protégée à un autre endroit, à une autre adresse sur la RAM, un petit peu comme si vous déménagiez une personne d'une maison à l'autre. Sauf que, mais c'est là où il y a le problème. En utilisant T-Close d'une manière pas forcément, on va dire, raisonnable ou en tout cas sécurisé, vous pouvez du coup réassigner la RAM, mais aussi gagner accès à cette RAM sécurisée. Et le problème à avoir accès maintenant à cette RAM protégée, c'est le fait que vous pouvez cacher des bouts de code ou autre chose, exécuter du code sur le processeur sans même que le système d'exploitation s'en rende compte. Donc, littéralement exécuter des virus, des malwares, sans même que le système d'exploitation ne voit quelque chose. Donc, même si vous réinstallez Windows ou autre chose, le bug, ou plutôt le virus, sera toujours présent sur cette partie de RAM réservée. Donc, c'est littéralement impossible de s'en débarrasser. Il y a même, les chercheurs ont même dit que, basiquement, oui, si vous êtes infecté par ce virus qui utilise cette faille de sécurité, en tout cas, il n'y a pas encore de virus connu, mais il pourrait en avoir un, mais si vous avez un virus qui utilise cette faille-là, vous pouvez juste jeter votre PC, littéralement. Alors maintenant que je vous ai fait peur, je vais vous rassurer en vous disant que déjà pour exploiter cette faille de sécurité, c'est assez compliqué parce qu'il faut avoir déjà accès au kernel Windows ou kernel Linux. Donc ça veut dire que soit vous avez déjà un accès administrateur sur ces machines ou soit vous avez exploité une faille de sécurité qui vous permettait de donner cet accès au kernel. Donc c'est pas juste vous téléchargez un truc sur internet et boum, vous avez un virus qui peut exploiter ça. Ça va un petit peu plus loin. Après, évidemment, ça pourrait combiner plusieurs failles l'une derrière l'autre pour atteindre justement ce problème-là. Donc tenez-en compte, c'est pas non plus 100% safe et c'est pour ça que ça va être fixé. AMD est aussi en train de travailler sur un fixe ou plutôt un patch qui devrait mitiger le problème. Donc le problème sera toujours là, mais ce sera beaucoup plus difficile de l'exploiter. Donc tenez-en compte, ce n'est pas parfait non plus. Et du coup, ça devrait sortir pour tous les processeurs EPYC, forcément. Ça devrait sortir aussi sur tous les Ryzen 4000, 5000, 7000, 8000. Et ils l'ont pas mis sur la liste, mais à mon avis, c'est parce qu'ils viennent de sortir les Ryzen 9000. C'est peut-être même déjà fixé en réalité. Et c'était pas sûr aussi s'ils allaient sortir le patch pour les Ryzen 3000. Depuis, ils ont reprécisé que le patch sortira aussi pour les Ryzen 3000, normalement le 20 août. Donc, très prochainement. C'est même littéralement, il me semble, le jour de la sortie de la vidéo. Donc, normalement, ça devrait être fixé assez vite. Donc, ça arrivera via une mise à jour de BIOS, pour ceux qui se demandent. Du coup, un truc quand même dommage, c'est qu'ils ne sortent pas le patch aussi pour les Ryzen 1000 et 2000. Alors, oui, évidemment, il y a beaucoup moins de systèmes avec des Ryzen 1000 et 2000, mais il y en a quand même. Et même si ça prend un petit peu de temps, même s'ils ne sortent pas en même temps que pour tous les autres processeurs, selon moi, ils devraient le faire. Peut-être en septembre, ou même en octobre, sortir un patch parce que ça reste quand même un certain nombre de consommateurs. Après, la défense un petit peu d'AMD ici, c'est que
un petit peu comme les smartphones, hein, vous avez 7 ans de mise à jour, blablabla, mais là, c'est la même chose avec les processeurs. Les constructeurs de processeurs, ils disent, ah, ok, on vous promet autant d'années de mise à jour de sécurité sur nos processeurs. Après, là, selon moi, c'est une faille de sécurité quand même assez grave. Alors, évidemment, oui, il faut avoir accès au kernel Windows et Linux pour l'exploiter, mais c'est quand même une faille de sécurité très grave parce que si quelqu'un l'utilise et arrive à l'utiliser, littéralement, c'est impossible de se débarrasser du code malveillant parce qu'il va finir sur une partie de la RAM que personne n'a accès en fait. Donc, oui, clairement, il devrait exceptionnellement aussi patcher les Ryzen 1000 et 2000 pour une faille de sécurité assez aussi mauvaise, on peut le dire. Mais bon, après, peut-être qu'ils se disent, oh, comme ça forcera les gens à upgrade vers nos Ryzen de plus récente génération. Je pense qu'il n'y a quand même pas énormément de Ryzen 1000 et 2000 encore en circulation parce que beaucoup de personnes sont peut-être passées à des Ryzen 5000 depuis ou même des Ryzen 7000, mais il y en a quand même encore. Et du coup, ça, c'est forcément, évidemment, très dommage pour ces personnes-là. Ensuite, du côté d'Intel, nous avons eu enfin le fixe via le microcode qui est sorti. Et du coup, ça va passer par des mises à jour BIOS. Ce microcode, ou plutôt cet update du microcode, s'appelle 0x129. Donc, si vous allez voir sur la page de votre carte mère, si vous avez une carte mère en, je sais pas moi, Z790, B760, vous pouvez regarder et si vous voyez microcode 0x129, c'est celui-là qu'il vous faut absolument. Si vous voyez 0x125, ce n'est pas celui qui a le fixe. Donc peut-être que votre carte mère n'a pas encore eu la mise à jour. Mais là, je regarde pour Asus, les cartes mères, en tout cas Z790 longs. Même chose avec MSI, comme vous pouvez voir, 0x129. Nous avons aussi Gigabyte, 0x129. Je ne sais plus où c'est là, voilà. Et même aussi ASRock. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est si vous avez une carte mère en W790, ce sont des cartes mères professionnelles ici. C'est même un chipset professionnel qui est utilisé dans des workstations ou même dans des serveurs, notamment les serveurs qui font tourner des jeux vidéo et tout ça. Ils utilisent souvent des processeurs grands consommateurs comme les Core i9, Core i7. Eh bien, ils utilisent souvent des cartes mères comme ça parce qu'elles sont beaucoup plus stables. Ce qui est assez ironique parce qu'au final, voilà. Et du coup, ce qui est encore plus ironique, c'est que il n'y a toujours pas de BIOS qui est sorti pour ces cartes mères. Là, vous pouvez voir qu'ASRock a une W790 et toujours aucun BIOS n'est sorti depuis 2023. Non, 2024, hein, oui, la date est dans l'autre sens. Depuis le mois de avril. Donc ouais, ça fait un petit moment. C'est normal aussi parce que ces cartes mères ils mettent énormément de temps à sortir des BIOS parce qu'ils les valident à fond. Parce que ces cartes mères sont utilisées dans des workstations, donc il faut qu'il y ait vraiment zéro problème. Mais ça veut dire aussi que en échange de ça, ils vont pas avoir le fixe tout de suite. Et ça pourrait tuer des processeurs. Je vous rappelle qu'il y avait des gestionnaires de serveurs de jeux qui avaient le problème, même sur ce genre de carte mère. Donc c'est juste pour dire. Du coup, le fixe est sorti et forcément, il y a des gens qui sont amusés à le tester pour voir s'il y a une différence. Et il y a une différence de performance. Comme vous pouvez voir ici, vous avez J2Sense qui a testé. Et là, vous avez toute une sélection de processeurs, y compris les Ryzen 9000, on va en parler après. Et vous pouvez voir qu'à la fin du graphique ici, on ne voit pas trop avec l'interface YouTube. J'ai cliqué sur une autre vidéo. Can you forge tungsten? Je ne sais pas. Donc, comme je disais, vous pouvez regarder ici à la fin, ça ne se voit pas trop, c'est caché, mais vous avez le Core i9 sur l'ancien microcode. Et après, la barre d'après, c'est le même Core i9 14900K avec le nouveau microcode. Et comme vous pouvez voir, il a perdu 7 FPS dans un jeu dans Cyberpunk 2077, qui est un jeu qui utilise quand même pas mal de CPU. Donc, c'est pas une différence négligeable. Ça passe même ce processeur, du coup, le 14900K, en dessous d'un 14700K, qui utilise du coup l'ancien microcode. Donc, c'est pas génial, on va être très honnête. Mais au moins, normalement, je dis bien normalement, je tape sur du bois, est-ce que j'ai du bois? Oui, c'est du bois. Normalement, ça a fixé le problème et ça ne devrait pas tuer votre processeur. Donc, je pense que ça vaut la peine de perdre quelques FPS pour éviter de perdre littéralement son processeur. Est-ce que Intel aurait dû éviter de juste avoir un problème de leur processeur dès le début? Oui, à coup sûr. Mais visiblement, on a peut-être un fixe qui fonctionne. Maintenant, il va falloir voir si c'est vraiment le cas. Donc moi, ce que je vous recommande, encore une fois, dès maintenant, si vous avez des cartes mères ou une carte mère en B660 même, Z690, Z790, B760, allez voir dès maintenant si vous avez ce fixe de microcode. Même si vous n'avez pas forcément un Core i7 ou un Core i9, si vous avez un Core i5, notamment le 14600K,
ou le 13600K, il pourrait être aussi affecté, donc tenez-en compte. Allez voir s'il y a une mise à jour pour votre BIOS, pour votre carte mère. Si c'est le cas et que vous avez le 0x129, comme j'ai dit, de microcode, installez cette mise à jour. Faites des tests de stabilité après. Vous pouvez utiliser OCCT comme programme et aussi juste vos jeux favoris. Si vous aviez déjà des problèmes de stabilité avant et que vous les avez toujours après ce fixe-là, contactez le support Intel et demandez un remplacement. Littéralement, moi je vous le dis, poussez pour un remplacement parce que c'est juste une honte. Et même s'ils essayent de dire que non, ils ne vont pas offrir un remplacement, dites-leur que oui, littéralement, ils ont sorti un produit défectueux et que maintenant votre processeur et surtout votre PC est instable et que vous exigez un remplacement de votre processeur vers quelque chose qui est fonctionnel. Parce qu'il devrait clairement le faire. Surtout si vous avez déjà fait la mise à jour BIOS. Et si vous dites, faites la mise à jour BIOS d'abord, évidemment, si vous l'avez déjà fait, que vous avez testé, dites-leur, hein, ça semble logique. Et si vous, par contre, vous avez fait la mise à jour et que c'est stable, tant mieux, c'est génial. Maintenant, ce que je vous recommanderais encore en plus, honnêtement, c'est, si vous le pouvez, en tout cas sur les processeurs Unlock, c'est possible, undervolter votre processeur. C'est très facile d'undervolter un processeur Intel. Faites-le, ça ne fait pas de mal. Ça le fera moins consommer, ça le fera moins chauffer. Et normalement, ça devrait même augmenter encore plus la stabilité. Donc, moi, je vous le recommande chaudement, faites-le. C'était même le fixe principal qui était donné avant la sortie de ce microcode. C'était de l'undervolter. Ça permet vraiment de fixer le problème pour certaines personnes en tout cas. Je vais faire une vidéo, certainement je veux faire une vidéo qui permette de montrer comment mettre à jour le BIOS parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui ne savent pas, même que la faille existe, ou en tout cas qu'il y a un problème avec leur processeur Intel et qui ne savent pas forcément aussi comment mettre à jour le BIOS. Donc je compte en faire une. C'est juste que la semaine prochaine c'est à Gamescom et je serai à Gamescom donc... je ne sais pas quand j'aurai le temps exactement de le faire, mais très bientôt. Il faut que je regarde aussi si les cartes mères en réalité en Z690 et B, notamment 660, ont sorti le fixe, parce que ça peut être très important. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui utilisent ces cartes mères-là. Ensuite, nous avons évidemment AMD qui a sorti leur nouveau Ryzen 9000. Alors, en premier, ils ont sorti les Ryzen 7 et Ryzen 5, donc le 9700X et 9600X. Et ça fait même un peu plus d'une semaine maintenant. Et puis la semaine d'après, ils ont sorti les Ryzen 9 qui sont le 9900X et le 9950X. Et du coup, nous avons les tests de performance. Et qu'est-ce que ça donne? Pas incroyable, honnêtement. Quand on avait vu les benchmarks, surtout dans les jeux vidéo, dans tout ce qui était leur marketing, alors évidemment c'est le marketing, il faut toujours prendre avec des pincettes, mais en général le marketing AMD, même si, oui, il montre le meilleur exemple, il est proche de la réalité. Là, c'était assez loin de la réalité, honnêtement. Dans les jeux vidéo, ces nouveaux Ryzen 9000, par rapport au Ryzen 7000 non X3D, je tiens à le préciser, par rapport au Ryzen 7000 sans le cache 3D, ils sont dans les jeux vidéo 2 à 3% plus performants sur Windows. C'est pas incroyable. Dans les programmes applicatifs, genre rendu 3D, tout ça, ça peut monter un peu plus haut par contre. Donc, autant le dire tout de suite, oui. Pas beaucoup de gens étaient, on va dire, impressionnés par ces performances-là. C'était juste un peu meilleur que les Ryzen 7000. Ils sont plus efficaces au niveau énergétique, donc parfois ça peut être un avantage, je suppose. Mais ça va pas forcément consoler tout le monde. Il y avait aussi un truc du coup bizarre avec le 9700X, c'est le fait que alors, le 9600X et le 9700X ont un TDP à leur sortie en tout cas de base de 65 watts. Sauf que visiblement, et les reviewers l'ont vu, ce n'est pas assez. Ce processeur ne monte pas assez haut. Et du coup, AMD pourrait sortir une mise à jour BIOS ou une AGISA Update, c'est le microcode AMD, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui pousserait le TDP de ces 9600X et 9700X à 105 watts. Et alors, je ne sais pas pourquoi ils le font pour le 9600X, parce que lui n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là, donc c'est juste stupide. Mais le 9700X, oui, ça va l'aider. Après, pourquoi monter de 65 à 105 watts aussi? C'est pas forcément très logique. Ils auraient pu le mettre à 85 watts, ça aurait suffi. Donc, personnellement, je ne comprends pas trop. Mais oui, si vous voyez des tests, c'était assez visible. Je vais vous sortir justement un graphe. Là, par exemple, vous pouvez voir que TechPowerUp ont testé le 9700X et stock, il était à 100%. C'est les performances relatives ici, dans les applications. Et vous pouvez voir que juste en passant en PBO Max, donc c'est le Precision Boost Overdrive, donc c'est quelque chose qui relève le TDP du processeur et lui permet de juste faire ce qu'il veut. Vous
pouvez voir qu'il est monté à 105%. Et là, vous pourriez vous dire, ok, oui, bah, c'est 5% en plus, c'est pas négligeable. Mais si vous regardez au 9600X, lui, en mettant le PBO maximum, c'est seulement 102,4%. Donc 2,4% de performance en plus. Donc là, vous pouvez voir clairement que oui, le 9700X profite réellement de consommer plus. Mais le 9600X, pas vraiment. Ou en tout cas, les gens peuvent juste le faire s'ils le veulent, mais selon moi, ça ne vaut pas la peine de passer à 105 watts de TDP pour juste 2,4%. Donc oui, vraiment bizarre de la part d'AMD de juste changer le TDP après la sortie, alors qu'ils auraient pu clairement tester et voir qu'il y avait le 9700X en tout cas avait besoin de plus. Mettre à jour aussi pour le 9600X sans aucune raison, stupide selon moi, mais bon. Bref, dans tous les cas. Vous avez aussi MSI qui a même sorti du coup une mise à jour BIOS qui vous rajoute des profils PBO préfaits qui permettent de justement booster les Ryzen 9000 et ça permet de donner plus de performance, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ensuite, nous avons évidemment les Ryzen 9950X et 9900X qui, eux, sont les deux gros nouveaux haut de gamme. Et c'est la même chose, hein. Comme j'ai dit, quelques pourcents en plus dans les jeux vidéo, dans les applications de rendu 3D, tout ça, c'est évidemment plus important. On peut d'ailleurs aller le voir assez facilement via Tech.up. On peut voir que le 9950X devient, oui, le nouveau roi des processeurs le plus performant. Et dans les tâches, on va dire, des applications comme ils le disent, on a juste une augmentation par contre là, de 3,4%. Yeah, incroyable. Et dans les jeux vidéo, par contre, là, oui, c'est vraiment... Comme vous pouvez voir, c'est presque rien. C'est vraiment presque rien. Juste quelques pourcents en plus, 3%. Mais du coup, il y a des tests aussi qui ont été faits sur Linux. Et là, sur Linux, les performances, ou en tout cas la différence de performance, notamment vous pouvez voir sur la chaîne Level 1 Linux, qui est une excellente chaîne, les 9000, les Ryzen 9000 de manière générale sont beaucoup plus performants que les Ryzen 7000. Alors on parle ici pas de jeux vidéo, on parle de tâches pures hein, qui utilisent le CPU. Mais il y a une énorme différence dans la plupart des benchmarks, ce qui prouve que, en réalité, ces processeurs sont censés être plus performants. Et comme d'habitude, Linux est le meilleur moyen de le tester parce que Linux a juste beaucoup moins d'overhead que Windows et permet de vraiment voir les performances d'un processeur. Donc là, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il y a un problème sous Windows avec ces processeurs? Probablement. Il y a des gens qui sont amusés à investiguer du coup et il existe un mode administrateur qui n'est pas activé par défaut dans Windows qui permet de booster les performances dans les jeux vidéo. Si vous avez vu ça, je vous déconseille de l'activer parce que ça évidemment réduit la sécurité sur votre PC. Ça va permettre aussi à des gens d'exploiter plus facilement la faille de sécurité qu'on a vue juste avant. Donc je vous le déconseille fortement. Et à savoir aussi que ce mode administrateur booste aussi les performances pour tous les processeurs, que ce soit Intel, AMD, n'importe qui. Donc, c'est pas juste quelque chose qui profite au Ryzen 9000, c'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas là d'où vient le problème. Mais clairement, oui, peut-être que Microsoft gère mal ses processeurs pour le moment et il y a un problème de performance. C'est peut-être pour ça qu'ils ont retardé la sortie, pour essayer de faire en sorte que peut-être Microsoft était en train d'essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas trop. Et si du coup on regarde au niveau prix, ben là, voilà, autant les performances étaient, ouais, c'est un peu meilleur, mais le prix juste fait mal en fait. Vous pouvez avoir sur Megaco, qui est un site au Pays-Bas qui ne livre pas en France malheureusement, mais qui est assez représentatif des prix les plus bas que vous pourrez trouver, donc c'est pour ça que je le montre. Vous pouvez voir que le Ryzen 7600 non X est vendu 198 €. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant avec peut-être aussi le 7500F si vous le trouvez. Il n'est pas sur ce site par contre, c'est un peu bizarre. Il y a des Ryzen 8400F notamment, et même le 8500G, mais il n'y a pas de 7500F, ce qui est vraiment dommage. Vous avez du coup le 7600X, lui, qui est vendu un peu plus cher, mais pour moi, il ne vaut pas vraiment la peine parce que le 7600 fait pratiquement la même chose au niveau performance, tout en consommant beaucoup moins, parce que le 7600X, justement, comme va certainement le faire AMD, avait un TDP de 105 watts, et ils veulent faire ça avec le 9600X. Et je peux vous le dire, non, ça ne sert à rien, ça le fait juste consommer pour rien du tout. C'est le 7600X, si vous en avez un, undervolté là, vous allez gagner énormément en chauffe, ou plutôt vous allez perdre en chauffe en quelque sorte, et gagner, ou plutôt perdre en consommation, oui. Bref, dans tous les cas, c'est une très bonne chose à faire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, non, j'ai pas encore fait une vidéo sur les Ryzen, il faut que je le fasse. Vous avez du coup le 9600X qui lui est vendu 299 €. Cher, vraiment cher. Pour le même prix, pour juste 8 € en plus, vous avez un Ryzen 7 7700.
prenez juste un 7700. En plus, il a 2 jeux gratuits. Genre, vous avez 2 cœurs en plus. Oui, il est un petit peu moins performant dans les jeux vidéo, mais genre, c'est juste un meilleur processeur. Et vous êtes toujours sur la plateforme AM5. Donc, il n'y a aucune raison de prendre un 9600X. Et puis après ça, vous avez le 7600X, mais là, j'éviterai aussi pour les mêmes raisons que le 7600X. Et puis vous avez le même un Ryzen 9 7900 qui est vendu 369 €. Nice. C'est 12 cœurs, 24 threads. Donc si vous avez besoin de beaucoup de puissance brute, prenez juste celui-là. Et puis le 7800X 3D est vendu 369 €, encore une fois. Nice. Et si vous regardez, le 9700X est vendu 399 €. Donc oui, vous pouvez prendre un 7800X 3D qui est plus performant dans les jeux et même dans les tâches professionnelles qu'un 9700X pour moins cher. Il n'y a juste aucune raison de prendre un 9700X. Puis après, vous avez même le 7900X 3D qui est vendu 419 €. Donc voilà, pour juste encore plus enterrer le 9700X. Et puis si on regarde le 9900X est vendu 489 €, juste trop cher. Vous pouvez prendre un 7950X pour à peine plus cher. Et puis le 9950X est vendu 719 € et c'est le prix grand public. Si vous allez voir sur LDLC, tout ça, il est encore plus cher. Et pour ce prix-là, littéralement, vous pouvez prendre un 7950X 3D qui est plus performant dans certains cas. Pas toujours dans tous les cas parce que comme il a weaker avec le cache et weaker sans le cache, des fois c'est un peu bancal. Mais c'est un processeur qui est équivalent, clairement. Donc pour le même prix qu'un 9950X, vous pouvez avoir celui-là, plus un très bon refroidissement pour le refroidir. Donc, pourquoi vous prendriez un 9950X? Il y a très peu de raisons. Franchement, très peu de raisons. Donc moi, je vous le dis. Donc, pour résumer tout ce blabla que je viens de faire pendant 3 heures à propos de ces processeurs, moi, j'éviterai les Ryzen 9000. Le prix est juste pas intéressant du tout pour le peu de gains qu'on a. Alors évidemment, si vous aviez déjà un Ryzen 7000, il n'y avait aucune raison d'upgrade. Même s'ils avaient été plus performants, moi, je vous aurais dit de ne pas upgrade. Si vous aviez par contre un Ryzen 5000 et que vous disiez « Ah, c'est le moment de passer à une nouvelle plateforme », ben là, malheureusement, franchement, il n'y a aucune... Oui, vous pouvez passer à un Ryzen 7000, ce qui vous donnera un gain de performance non négligeable, mais si vous attendiez justement les Ryzen 9000 pour un plus gros gain encore, moi, je vous dirais attendez. Attendez les Ryzen 9000 X3D, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Si vous avez par contre besoin absolument d'un nouveau PC ou si vous aviez un ancien Ryzen, je sais pas moi, 4000, 3000, là, moi je vous dirais que si vous voulez vraiment acheter un nouveau PC et avoir un bon gain de performance, prenez un Ryzen 7000 à plus bas prix. Prenez le 7800X 3D, il est excellent et il restera certainement excellent pendant très longtemps. Si vous pouvez attendre évidemment les 9000 X 3D, ça vaudra la peine, mais il faut voir, hein, il faudra voir ce que ça donnera aussi. Et si vous voulez des bonnes performances en multitâche et tout ça, donc plus pour des programmes professionnels, je vous dirais le 7900 non X, très efficace au niveau énergétique, très performant, 12 cœurs, 24 threads, et éventuellement le 7900X 3D, si vous arrivez à avoir un prix raisonnable par rapport à la version non X3D, ben là vous avez techniquement pratiquement le top du top de chez AMD pour un prix quand même assez élevé. Mais c'est toujours moins élevé que le 9950X. Donc, yay! Bref, dans tous les cas, ces Ryzen 9000 sont vraiment meh. Ensuite, pour ceux qui ont une ROG Ally, vous pourrez bientôt installer SteamOS dessus parce que Valve va travailler pour supporter notamment les touches additionnelles de la ROG Ally et du coup pleinement la supporter parce que vous pouvez installer SteamOS en réalité sur n'importe quel PC x86, même votre PC fixe dès maintenant. Moi, mon PC fixe, je pourrais mettre SteamOS dessus, hein, mais j'ai un clavier et une souris donc ça fonctionnera assez bien. Là, on parle d'une console sans clavier, sans souris, donc si les touches ne sont pas pleinement supportées, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc là, Valve est justement en train de travailler pour supporter plus de consoles mobiles Windows pour qu'elles puissent tourner SteamOS. Alors pourquoi ils font ça? C'est pas forcément de la bonté de leur cœur, même si en réalité Valve essaye quand même d'avancer le marché, d'améliorer les choses pour tout le monde. C'est aussi pour évidemment, si vous êtes sur SteamOS, vous devez utiliser Steam. Et du coup, chaque jeu que vous achetez, il se faut un petit peu d'argent. Donc c'est certainement aussi pour ça. Si vous avez la ROG Ally sur Windows, vous pouvez éviter d'utiliser Steam. Vous pouvez juste mettre Uplay. Vous pouvez mettre n'importe quel autre store de jeux vidéo. Donc là, si vous avez SteamOS, vous êtes
un petit peu forcé. Bref, dans tous les cas, c'est quand même une bonne chose parce que ça permettra de mettre SteamOS sur la roguelite. Et ça permettra à certaines personnes de peut-être profiter d'un temps de batterie plus important, peut-être des choses qui, ou peut-être juste leur permettre de ne plus avoir Windows parce qu'ils en ont marre de Windows. Il y a beaucoup d'avantages à ne pas avoir Windows et je pense que ça profitera à la roguelite pour les personnes en tout cas qui peuvent s'en passer. Ensuite, pour ceux qui cherchaient à avoir une carte graphique AMD mobile, il y en a très peu, on va être très honnête. Vous avez basiquement les 7600M, les 7600M XT qui étaient sortis, ainsi que la 7700S, 7600M. Et il y avait une 7900M qui était sortie, donc une haut de gamme. Moi, j'attendais de voir ce que ça donne, mais elle est sortie sur un ordinateur. Littéralement un ordinateur qui était seulement disponible, je me semble, aux États-Unis, qui était un Alienware. Et depuis, il n'y a aucun autre PC qui l'a supporté, donc voilà. Mais visiblement, vous avez peut-être une RX 7800M qui pourrait arriver. Dans tout le cas, vous avez du coup, où est-ce que c'est vous avez One X Player qui a sorti un nouveau, ou plutôt qui va sortir un One X GPU 2 qui utilisera la RX 7800M, qui est du coup une carte graphique mobile basée sur Navi 32, qui a 3840 stream processeurs, 12 Go de GDDR6 sur un bus mémoire de 192 bits, pas le meilleur, et un TDP jusqu'à un maximum de 180 watts. Donc, clairement une upgrade par rapport à la 7600M, qui, elle, a 2048 stream processors, ce qui est pas grand-chose, on va être honnête, et puis seulement 8 Go de GDDR6. Donc là, ça nous donne quand même une carte graphique intéressante, mais maintenant, il faudra voir si ce seront les seuls à l'avoir. Est-ce qu'on va avoir des ordinateurs portables qui utilisent ça? Est-ce qu'on va même avoir... est-ce qu'elle est même officielle en quelque sorte, ou c'est juste eux qui ont fabriqué une carte graphique mobile d'une manière ou d'une autre? En réalité, on ne sait même pas forcément. Dans tous les cas, ça ferait pas de mal, parce qu'actuellement, si vous regardez pour un ordinateur portable gaming, vous n'avez pas le choix. C'est Nvidia, et c'est basiquement tout. À la limite, si vous recherchez un ordinateur portable vers 1000 €, vous avez les 7600M justement qui existent sur quelques ordinateurs, mais c'est littéralement tout. Il n'y a aucun autre choix. Vous êtes coincé avec Nvidia. Donc, ce serait bien d'avoir de la concurrence quand même. Ensuite, nous avons AMD qui va sortir un autre processeur peut-être. Alors là, on est très loin des Ryzen 9000 parce que ce processeur est le Ryzen 5 5500X 3D. Oui, encore un Ryzen 5000. Alors, contrairement aux 5800 XT et 5900 XT qui sont sortis récemment, qui étaient pas intéressants du tout, surtout à cause de leur prix en réalité, ce 5500X 3D pourrait être lui très intéressant. Pourquoi? Parce que il serait pas cher. Et il aurait ce fameux cache 3D qui booste les performances, notamment dans les jeux vidéo. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors, il existait évidemment le 5100X 3D, qui est malheureusement un peu trop cher, donc c'est pour ça qu'il est juste à éviter actuellement. Heureusement, il y a le 5700X 3D qui est sorti depuis et qui, lui, coûte beaucoup moins cher. D'ailleurs, je peux aller voir sur ici sur le site Megeco. D'ailleurs, je peux voir sur Megeco, il est vendu 227 €. C'est beaucoup plus intéressant. Alors que le 5100X 3D, lui, est vendu 329. Ouais, vous voyez à quel point le 5800X 3D est juste à éviter. Je ne sais pas pourquoi il est vendu aussi cher, alors que techniquement, le 5700X 3D est juste basiquement la même chose. C'est juste très étrange. Bref, dans tous les cas, 5700X 3D, très bon. 5600X 3D existait techniquement, mais n'est jamais vraiment sorti en Europe, donc tenez-en compte. Il est dans cette liste-là, mais vous ne pouvez pas vraiment l'acheter. Donc, un 5500X 3D qui aurait 6 cœurs, 12 threads, des specs assez similaires au 5600X de base, et du coup, ce cache 3D, ça pourrait être intéressant. Genre, imaginez vers 150 €. 150 € pour mettre à jour votre PC en plateforme AM4, ça peut valoir la peine. Et surtout, il faut tenir compte, il y en a qui vont me le dire, mais il est différent du 5500 qu'on connaît, parce que le 5500 est un très mauvais processeur à acheter, pour la simple et bonne raison que, bizarrement, AMD ne lui a pas mis le support du PCI Express 4.0, et aussi, il a moins de cache que les autres Ryzen plus haut. Donc, vous pouvez voir que le 5600X a 32 MB de cache, mais le 5500 a lui 16 MB. Donc oui, il est moins performant dans les jeux vidéo. Genre, ça fait une énorme différence. Donc, rassurez-vous,
visiblement, ce 5500X 3D serait basé sur le 5600X, juste avec une plus basse fréquence, un peu comme le 5700X 3D, basiquement. Il serait même peut-être basé sur un 5700X 3D. C'est peut-être juste un 5700X 3D qui a 2 cœurs qui ne fonctionnent pas et qui ont été désactivés. Donc bref, dans tous les cas, ce sera un bien meilleur processeur et surtout, vous avez le cache 3D qui est massif qui devrait aider. Donc s'il est vendu 150 €, je dis yes, nickel. Et enfin, une petite news très rapide qui est sur moi assez bien d'actualité et qui illustre assez bien un énorme problème, c'est le fait qu'un millionnaire polonais a attaqué en justice Meta à cause de fausses pubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Bien, je pense que vous avez déjà dû le voir. Si vous êtes sur Instagram et que vous regardez les Reels Instagram, vous avez 3 types de pubs qui existent. De temps en temps, quand vous scrollez dans les Reels, vous avez un Reel qui est une pub, basiquement. Premier type de pub, une pub normale. Une pub pour un produit, une société, ok. Voilà, c'est une pub normale, comme on en voit sur YouTube. Deuxième type, une pub pour un jeu mobile qui est nul à chier. Voilà, bon, ça, on les connaît aussi. Il y en a aussi pas mal sur YouTube. Mais des trucs à éviter. Et puis le troisième type de pub, littéralement, de l'arnaque. Genre vraiment de l'arnaque. Vous avez des fausses pubs avec un faux Elon Musk qui vous dit qu'il a créé une nouvelle société et que vous pouvez investir. Ce genre de choses. Et c'est justement ce qui est arrivé à ce milliardaire polonais. C'est des fausses pubs qui finissent sur Instagram, qui finissent sur aussi Facebook parce que c'est basiquement les mêmes. Et Meta, qui est derrière du coup Facebook et Instagram, ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent littéralement les steaks. Ils ne font rien du tout et ils laissent ces pubs parce qu'ils se font de l'argent. Parce que ces sociétés qui font littéralement des arnaques les payent pour faire de la pub. Donc Meta gagne de l'argent. Et puis, si les gens se font arnaquer, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc moi, je vous le dis. Alors, je sais que tout le monde n'utilise plus Facebook, mais si vous connaissez quelqu'un, surtout de plus âgé, qui utilise Facebook, dites-leur de ne jamais, je dis bien jamais, croire une pub sur Facebook. Montrez-leur comment aussi voir si un truc est sponsorisé ou autre chose, parce que il y a des arnaques sur Facebook, des énormes arnaques. Et si vous êtes sur Instagram, bon là, c'est moins votre mamie qui sera sur Instagram, donc je suppose que vous allez moins croire ce que vous allez voir dans les pubs, mais ouais, là je pense que vous pouvez confirmer qu'il y a des fois il y a des pubs qui sont juste horribles sur Instagram, c'est juste n'importe quoi. Et Meta ne fait rien du tout. Donc là je suis content que quelqu'un ait décidé de faire quelque chose, parce que par exemple Elon Musk, ça m'étonne qu'il n'ait pas fait quelque chose, parce que littéralement Meta se fait de l'argent sur son dos à détruire son image, mais du coup ce milliardaire polonais a décidé de prendre les choses en main et j'espère qu'il va avoir quelque chose de fait, parce que pour moi c'est pas normal qu'il y ait autant de fausses pubs sur Instagram et Facebook alors que d'autres plateformes, ça va mieux en fait. Genre, comment ils vérifient en fait? Je sais qu'il n'y a pas des êtres humains qui vérifient chaque pub parce qu'ils n'ont juste pas d'argent pour ça, mais au moins ils devraient avoir des trucs intelligents. On nous parle d'IA et tout ça, ils développent des IA, même Meta, et ils sont pas foutus de créer une IA qui est capable d'identifier si une pub est juste de l'arnaque. Genre, n'importe quelle pub où on voit la tête d'Elon Musk devrait être flag directement, par exemple. Ou juste, vous entendez Musk ou la voix d'Elon Musk, ça devrait reconnaître, quoi. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'espère que ça va faire quelque chose, parce que personnellement, j'en ai marre de voir ces fausses pubs sur Instagram. Et sur ça, c'est à peu près tout pour ce texte à ma show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez écrire un poème dans les commentaires.